c'est Julie Jourdan qui est avec nous en plateau, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour et bienvenue Julie. Bonjour. Pour commenter les résultats des entreprises américaines, à commencer par les résultats des GAFAM, on a quasiment une vue complète. Il nous manque juste Amazon qui publiera ce soir, si je dis pas de bêtises, mais on a eu tous les autres et hier soir encore Apple et Facebook. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans tous les résultats publiés par ces titans américains aujourd'hui, Julie? En fait, c'est que finalement, quand on regarde trimestre après trimestre, la croissance ne décélère pas. C'est-à-dire que là, quand on regarde, c'est assez stupéfiant. Quand on regarde les résultats de Facebook, ce sont des ventes en hausse de 48%. Celles de Apple sont des ventes en hausse de 54%. Google, c'est 55%. Enfin, globalement, on est dans des niveaux de croissance qui sont assez extraordinaires. Et ça, dans des contextes finalement assez différents. Donc, la vraie question maintenant, c'est on a des résultats qui sont extraordinaires. Deux, comment ils vont continuer en fait sur ces niveaux de rythme-là à l'avenir. Mais c'est vrai que quand on regarde valeur après valeur et trimestre après trimestre, on s'aperçoit qu'ils ont mis en place un certain nombre de stratégies qui ont été extrêmement efficaces pendant la pandémie. Je pense par exemple à Facebook, dont on craignait en fait à l'époque de la pandémie que leurs recettes publicitaires soient sous forte pression compte tenu de leur exposition au secteur des PME et qui finalement au contraire a été un relais extraordinaire pour justement la commercialisation et la mise en lumière des offres de ces PME à destination des consommateurs qui ne pouvaient acheter plus que via Internet. Donc on s'aperçoit que dans différents environnements de marché, ils arrivent à s'adapter, à être agiles et à continuer à progresser. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que ces groupes, et sur le plan de l'investissement boursier, ont tous les attributs, toutes les vertus. C'est-à-dire que en phase de crise conjoncturelle, ces groupes-là ont des vertus défensives, avec une visibilité toujours très importante. En période de reprise cyclique, on leur trouve aussi des vertus cycliques. Alors, la pub digitale a été un refuge parce qu'il fallait faire du business en ligne pendant la pandémie, mais quand l'économie rouvre, la pub reste aussi un relais de croissance. On l'a vu chez Google avec le secteur touristique, qui a été évidemment un des manquants à l'appel pendant les derniers mois, mais qui repart très fort et qui draine là aussi à nouveau les recettes publicitaires d'un groupe comme Google. Tout à fait, tout à fait. On ne sait plus comment les classer. Exactement. Alors après, on a vu aussi d'autres exemples. On a vu par exemple Netflix, qui fait pas complètement partie de ce groupe-là, mais néanmoins, qui s'est retrouvé dans une phase où on voit bien qu'il y a un ralentissement qui s'opère parce qu'effectivement, on ne peut plus croître en termes de nombre d'abonnés de manière aussi rapide. Il y a de la concurrence et on atteint des niveaux de taux de pénétration dans le monde qui sont pas des limites, mais en tout cas qui modèrent les niveaux de croissance. Donc ce soir, ça va être intéressant de surveiller effectivement Amazon, parce qu'Amazon, là aussi, on a un groupe qui est très défensif quelque part par rapport à cette situation de pandémie, puisque c'était un des seuls acteurs qui permettait, quels que soient les produits en fait, aux consommateurs d'accéder à ces produits pendant la période, on va dire, de pandémie la plus difficile. Maintenant, c'est vrai que maintenant qu'on est dans cette phase de réouverture de l'économie, il va falloir voir comment ils se positionnent. Mais on a vu quand même chez Google ou encore chez Microsoft que le cloud, ça ne décélère pas. On a des niveaux de croissance qui sont pour l'un de 46%, pour l'autre de 50%. Donc on voit bien que les grandes tendances qui sont sous-jacentes encore depuis maintenant plusieurs années, la 5G, c'est pour Apple, on le voit donc dans les ventes. Le cloud, on voit que ça continue d'accélérer alors que c'est vrai que... Amazon est numéro 1. Et Amazon est numéro 1. Donc on verra ce soir quel est le niveau de croissance d'Amazon sur AWS. Mais c'est vrai qu'on voit que ces tendances-là, elles sont bien établies, elles continuent d'être des tendances bien réelles en fait. Est-ce que ça vaut le coup, quand on est investisseur et gérant professionnel sur le marché américain, de se casser la tête à regarder autre chose, Julie? C'est-à-dire que tout le monde nous parle de la value, il faut aller chercher des cycliques, les opening stocks, etc., dans l'airlines, le tourisme, le loisir, l'hôtellerie. Alors, je ne sais pas comment vous équilibrez votre portefeuille aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on voit encore les performances économiques de ces groupes, quand même des performances boursières, alors certains font un peu la fine bouche, mais Google, Microsoft sont au plus haut historique aujourd'hui, par exemple.
Alors, ça vaut le coup d'aller se casser la tête à faire autre chose. C'est une bonne question. Après, c'est vrai qu'on regarde aujourd'hui, c'est vrai que d'un point de vue fondamental, elles n'ont rien à envier au rebond attendu qu'on peut anticiper sur les cycliques et qui est plus dépendant, on va dire, du cycle économique et d'un certain nombre d'éléments opérationnels. On peut en reparler, mais c'est vrai qu'on a bien vu depuis le début de l'année, il y a un certain nombre de contraintes qui viennent potentiellement pénaliser un certain nombre de valeurs qui devraient bénéficier de la reprise du cycle. C'est les congestions dans les ports, c'est l'inflation sur les matières premières, c'est la situation météorologique au Texas, etc. Il n'empêche que les perspectives de rebond des valeurs cycliques sont une réalité dans une période de réouverture économique comme celle qu'on connaît. Après, on le voit bien, d'un point de vue opérationnel, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que ces groupes, qui sont ces valeurs technologiques qui sont majeures dans les indices, continuent de délivrer de la croissance, de la performance et de la qualité. Donc, ce qui montre bien qu'il y a de la place pour les deux types d'investissement. Est-ce que vous faites une conviction sur le sujet de l'inflation, Julie, et notamment en partant du plan microéconomique, des résultats d'entreprise et des discussions qu'il y a entre les entreprises et les analystes? Bon, je crois savoir que le mot inflation est peut-être le mot qui est le plus prononcé aujourd'hui dans les confs analystes à Wall Street. Je note quelques exemples récents pour savoir si cette inflation, c'est juste une question de coût de matières premières et de pénurie, ou est-ce que c'est déjà quelque chose d'un peu plus profond. Amazon, hier, annonçait à nouveau un relèvement des salaires de base pour 500 000 de ses employés dans la partie logistique. Alors oui, c'est 50 cents jusqu'à $3 pour ces salaires de base, mais on est quand même sur une augmentation de salaire partant d'un salaire minimum chez Amazon qui est déjà plus élevé que la moyenne aux États-Unis. American Airlines, qui rappelle tous les pilotes qui étaient en disponibilité, qui leur redonne le statut de personnel volant et qui va même embaucher encore plus de pilotes pour cette année. 300 nouveaux pilotes qui vont être embauchés par rapport au pool déjà existant, et ce sera 2 fois plus encore l'an prochain. Est-ce qu'on est déjà dans quelque chose d'une inflation un peu plus profonde que ce qu'on imagine? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses dans ce que vous dites. Il y a l'inflation des matières premières, l'inflation, on va dire, liée au transport, l'inflation liée aux contraintes logistiques qu'on a pu connaître depuis plusieurs mois, qui sont une réalité, qui vont se poursuivre et se pérenniser sans doute sur 1, 2 ou 3 trimestres, mais qui à un moment donné devraient en fait se résorber parce qu'effectivement on n'a pas de problème de capacité dans la durée. Donc ça c'est je dirais c'est un premier volet. Et il y a ce que vous dites exactement à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui se passe en fait au niveau du labor force. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas beaucoup plus tendu aux États-Unis qu'on ne l'a jamais été d'un point de vue salarial et d'un point de vue emploi? Donc ça, là-dessus, il y a beaucoup de débats. Donc le taux de chômage, effectivement, a baissé. Mais on voit bien qu'on a encore un niveau de personnes qui sont... 8 millions de jobs encore. Voilà, qui sont à récupérer. Exactement. Après, il y a deux questions. La première question, c'est on le voit au niveau des emplois peu qualifiés. Ces emplois peu qualifiés, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui, pour différentes raisons, ne reprennent pas le chemin du travail, soit parce que leurs enfants ne peuvent toujours pas aller à l'école, soit pour des raisons, différentes raisons pratiques, soit parce qu'effectivement, l'entreprise qui les a embauchés ne leur propose pas immédiatement. Et ça se traduit par, effectivement, une pression salariale très forte. On le voit dans les restaurants. Dans les restaurants, très clairement, on a aujourd'hui un certain nombre de groupes, que ce soit McDonald's, que ce soit les autres, qui disent non seulement on vous propose des salaires supérieurs, mais en plus de ça, on vous propose des bonus, des formations, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui se résorbera peut-être ou pas dans le temps, à partir du moment où la situation se normalise d'un point de vue sanitaire. Et puis, il y a des secteurs comme l'aérien, où là, on a eu des gens qui, d'un point de vue structurel, des entreprises ont mis un certain nombre de personnes à la retraite aussi, puisque c'était des secteurs qui avaient des niveaux d'âge de leurs pilotes qui étaient assez élevés et qui essayent effectivement de se réadapter et d'être agiles face à cette réouverture en embauchant de manière assez massive et qui aujourd'hui ont effectivement du mal à trouver des compétences. Donc là aussi, on a une inflation salariale qui est plutôt finalement
globalement un bon signe sur le court terme. Quelque part, qui dit inflation salariale relativement modérée, dit consommation et dit économie qui continue d'accélérer. Donc c'est plutôt à ce stade relativement positif. Pour conclure, Julie, est-ce que ça veut dire la contrepartie de cette situation qu'on décrit? Est-ce que ça veut dire que sur le plan financier, le gros du mouvement a été fait? Là, on est au milieu du deuxième trimestre. Tous les économistes nous disent que le deuxième trimestre marquera le pic de l'accélération de l'activité américaine. On parle de plus en plus de l'inflation. Jérôme Powell gagne encore du temps, mais tous les analystes, là aussi, nous disent que le moment approche où la Fed va devoir constater quand même qu'elle achète peut-être un peu trop d'obligations du Trésor ou de dettes privées aux États-Unis. Est-ce que c'est un point d'inflexion qui se rapproche aussi pour le marché boursier? Je crois qu'on était dans une phase de storytelling, c'est-à-dire qu'on justement dans cette anticipation d'un certain nombre de choses, et maintenant on est dans la phase en fait du reality check, c'est-à-dire de vérifier, valider la réalité des faits qu'on craint ou qu'on espère. Et donc cette phase-là est en train de se concrétiser, et effectivement il appartiendra, le marché évoluera en fonction de ce que nous disent ces chiffres-là, l'inflation, les résultats, les messages des entreprises et évidemment la politique gouvernementale et monétaire. Merci beaucoup Julie. Merci pour vos remarques du jour sur la situation américaine et des marchés américains. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis avec nous en plateau.